Du coup, je me présente, donc bonsoir, je m'appelle Rory. Je suis DevOps chez Nick Value depuis maintenant 1 an et j'occupe le rôle de DevOps depuis à peu près 3 ans. Ce soir, je vais vous présenter du coup CircleCI, donc un outil d'intégration continue et de déploiement continu. Et on va essayer de présenter un peu l'outil dans ses grandes lignes, dans sa globalité, faire un peu un tour d'horizon et peut-être aussi explorer un peu les nouvelles fonctionnalités et les changements qui ont été apportés récemment avec la nouvelle année 2022. Alors, tac, juste. Parfait. Donc voilà, je présente donc pour Link Value, qui est une entreprise de conseil et de réalisation implantée à Paris, Lyon et Lille. Moi, je suis à Paris. Du coup, quels sont les objectifs du Meetup? J'ai déjà un peu répondu pour les premiers arrivés, mais l'idée c'est de vous faire un retour d'expérience sur l'outil. C'est un outil que j'utilise maintenant depuis quelques années, que j'ai pu voir évoluer. Donc l'idée c'est vraiment de vous présenter mon expérience avec l'outil. C'est de découvrir les nouveautés de cet outil qui malgré tout évolue très vite. Essayer d'échanger un peu sur les bonnes pratiques, vous montrer un peu ce qu'on peut faire quand on touche un peu. Donc les grandes parties, les grandes lignes, on va commencer avec une petite découverte rapide de qu'est-ce que c'est que la CI/CD. On va aussi essayer de répondre un peu à la question de pourquoi choisir CircleCI par rapport à de nombreux concurrents. Vous en avez donné pas mal dans le chat. On va ensuite faire une présentation globale un peu des notions fondamentales. Et ensuite, on va passer directement sur la démo. Et je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut prendre un projet un peu bateau, lambda, classique que vous avez l'habitude de voir en tant que développeur avec un back-end, un front-end, et comment on peut rapidement avoir un résultat d'une pipeline automatisée d'intégration continue, déploiement continu. Et ensuite, on va essayer de, à la fois, à la toute fin, essayer d'un peu de deep dive peut-être sur les fonctionnalités un peu plus avancées, voir ce qu'on peut faire quand vraiment on commence à aller un peu dans le détail sur CircleCI. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intégration continue et le déploiement continu? Donc, devant vous, vous avez un schéma que certains connaissent peut-être. C'est le schéma du DevOps. Donc, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que là, je trouve que la CI/CD et les pipelines de CI/CD représentent pas mal, enfin, sont très corrélés par rapport au métier d'ingénieur DevOps. C'est en fait souvent une automatisation des tâches et du rôle qu'on joue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'intégration continue, c'est le fait d'apporter des changements réguliers, constants à une base de code et de mettre en place les sécurités et les outillages nécessaires pour protéger cette base de code et protéger contre tout changement un peu qui pourrait être potentiellement dangereux. Et du coup, le déploiement continu, c'est le fait de déployer continuellement ces changements, d'être dans des cycles de livraison rapides, afin de pareil de limiter et de mitiger les risques. Il arrive il y a plus de chances avec de grosses livraisons peu régulières, de beaucoup de features à la fois, que quelque chose dedans soit problématique, alors que si on rentre dans un cycle plus court, plus rapide, on peut mitiger ce genre de risque. Donc pourquoi Circle? Donc là, je vais vous présenter un peu, ça sort tout droit de la communication de CircleCI, mais je trouve que c'est assez pertinent, j'appuie quand même avec mon expérience de l'outil ces principes. Donc CircleCI met en avant des environnements très flexibles. On va voir un peu plus loin ce que ça veut vraiment dire sur CircleCI, des environnements flexibles. On va aussi explorer un peu la notion de pipeline configurable. Donc c'est vrai que CircleCI est très flexible et très configurable, hautement configurable dans sa configuration. Ensuite, on va regarder un peu les outils de visualisation et de débugage natif, donc qui peuvent être débugger. Une pipeline de CI/CD sur certains outils peut être assez complexe et assez compliqué. CircleCI apporte un outillage par défaut qui permet de mitiger ce genre de problème. Et aussi, CircleCI met en avant le fait que l'exécution en conteneur a un temps d'exécution très rapide vis-à-vis de ses concurrents. CircleCI d'ailleurs a un peu explosé en termes de popularité sur ces dernières années. Donc ici, je crois que c'est un sondage de développeurs de Ruby on Rails.
que vous connaissez peut-être. Et on peut voir donc tout en haut la ligne rouge qui finit en haut en 2020, c'est CircleCI. Donc bon, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'outils vers 2016 qui ont perdu en popularité, mais on voit que CircleCI connaît un gain en popularité constant depuis 2014 et aujourd'hui est l'outil en tout cas préféré des développeurs de Ruby on Rails. Donc je vais commencer avec un schéma qui peut paraître un peu complexe. On va essayer de le décortiquer rapidement. En gros, ici on a un peu l'architecture de CircleCI dans sa globalité. Donc on va commencer à gauche et on va suivre un peu le sens du schéma. Donc à gauche on a les entrées. Comment on fait pour communiquer avec du coup l'API de CircleCI? Ben, il y a plusieurs façons. Il y a une console en ligne qu'on va montrer, on va explorer tout à l'heure. Il y a le repository, donc le dépôt de code. C'est très hautement intégré dans les outils de versionning, GitHub, GitLab. Je crois qu'il y a aussi l'intégration Bitbucket pour ceux qui sont sur Bitbucket. Et il y a aussi donc les applications qui peuvent, via des appels API, communiquer avec l'API CircleCI. Ensuite, donc, il y a l'API CircleCI qui est hébergée sur le site. D'ailleurs, petite parenthèse, CircleCI a une version on-prem qu'on peut faire tourner sur des serveurs. Il y a quelques différences entre la version SaaS Cloud et la version serveur. Aujourd'hui, ce soir, on va vraiment se concentrer sur la version SaaS hébergée Cloud. Ensuite, l'API va du coup utiliser les différents objets pour justement orchestrer les tâches qu'on lui fournit via les outils que vous voyez, les workflows, le caching, les contextes, les artefacts. Ça peut vous paraître étranger, mais vous inquiétez pas, on va juste après aller un peu plus dans le détail. Et ensuite, avec du coup l'orchestration, on va exécuter sur divers environnements. Il y a du Docker, il y a du Linux, il y a du Apple, il y a du GPU, il y a beaucoup d'environnements justement configurables et flexibles. Et ensuite, on peut, à travers ces environnements d'exécution, on arrive à notre déploiement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce schéma? J'avoue qu'il est complexe pour commencer, mais on va aller plus tranquillement dans le détail juste après. Du coup, on va commencer par les fondamentaux, donc les projets. CircleCI, comme j'ai dit, est hautement intégré aux outils de versionning de code, donc au VCS. Pour information, un utilisateur CircleCI représente un utilisateur GitHub. Tout utilisateur qui a des droits de lecture, écriture sur un repository GitHub aura aussi les droits d'écriture, lecture dans CircleCI. C'est très simple, ça permet de simplifier, pas avoir plusieurs comptes. Un utilisateur relie son compte, un utilisateur GitHub, GitLab ou Bitbucket relie son compte CircleCI et a les mêmes accès sur les workflows CircleCI qu'il aurait sur les repos et les projets de code. D'ailleurs, un projet, donc là on va regarder les projets, un projet CircleCI c'est tout simplement un repo de code GitHub, GitLab, Bitbucket. Donc là vous avez un screenshot du portal qu'on va aller explorer tout à l'heure pendant la démo. Et on voit que du coup, en cliquant sur projet, on a une liste de tous nos projets qui correspondent tout simplement à tous nos repositories. J'ai vu pour l'instant qu'on a tout compris, donc très bien, je continue. La configuration. Ah, ça paraît petit ça, j'avoue, ça j'ai pas testé. Comment je pourrais faire? Je peux zoomer là? En soi, c'est pas l'image qui est la plus intéressante. Oh, pardon. Donc, ouais, ça peut paraître petit, ça, je pense. Dites-moi, est-ce que vous arrivez à lire ça? Moi, perso, je pense pas. Si je mets en plein écran, ouais, difficilement. Bon, c'est pas le contenu qui est intéressant tout de suite. C'est l'idée que CircleCI est un outil de, pardon, excusez-moi, est un outil de configuration as code. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de terme, infra as code, par exemple. Configuration as code, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on configure l'outil via un fichier de code. Donc, un fichier de code qui ressemble à ce truc tout flou que vous avez sur le côté de l'écran. Mais en gros, c'est du YAML. C'est du YAML, donc c'est un langage de Markdown. Et ça permet d'avoir un point d'entrée unique. Donc c'est le fichier CircleCI config YAML qui se trouve dans n'importe quel projet qu'on veut déployer sur CircleCI. Et ça permet du coup d'avoir une source de vérité. Par rapport
au déploiement et à l'intégration continue dans sa base de code, qu'on peut ensuite modifier, intégrer, travailler dessus, collaborer dessus avec tous les outils, tout l'outillage de VCS, de versioning de code que vous connaissez en tant que développeur. Ensuite, on a les exécuteurs et les images. Du coup, chaque tâche qui est exécutée dans CircleCI détient un environnement, est exécutée dans un environnement unique. Et cet environnement est virtuel et isolé. Donc, vous l'aurez compris, c'est un peu l'idée de conteneur Docker. L'idée, c'est qu'au lieu de faire tourner nos jobs sur, par exemple, je sais pas, un serveur de déploiement, ben, en fait, chaque job, chaque tâche va être exécutée dans une petite bulle isolée, virtuelle, et surtout unique. Ces exécuteurs, du coup, ces environnements peuvent être soit un conteneur, soit une machine virtuelle. Il y a des cas où une machine virtuelle peut être nécessaire, même si, de par la performance, on a tendance à préférer les conteneurs. Et chaque exécuteur contient l'outillage nécessaire à l'exécution de la tâche, puisque cet exécuteur doit être fourni par une image. Donc, pour rappel, une image, c'est une sorte de package un peu qu'on peut instancer du coup de façon virtuelle dans un environnement, dans un runtime de conteneur. Donc on prend l'image qui est en fait flashée, un peu une copie à un moment instant T d'un système qu'on déploie ensuite sur un conteneur. Donc on fournit une image à l'exécuteur qui nous permet de contrôler un peu le point de départ et l'état initial de notre exécuteur. N'hésitez pas à poser vos questions, pareil si vous en avez, dites-moi si je vais trop vite, mais si tout va bien, je continue. Est-ce qu'on arrive à dire ça? Oui, ça va. Donc les pipelines, les jobs et les steps, c'est là où on rentre un peu dans le vif du sujet. On va commencer par parler des jobs. Donc vous avez un peu une image là à côté. Les jobs, c'est quoi? C'est les tâches. En fait, c'est une tâche qui est composée de plusieurs étapes, donc de steps. Les steps, c'est en gros des commandes, c'est souvent du bash, mais pas que. C'est des commandes qui sont exécutées. Donc un job qui représente la tâche est une collection, un regroupement de steps, d'étapes d'exécution, de commandes, en gros. Il y a plusieurs steps possibles, courants. On voit du coup dans la partie configuration, donc dans le code que vous voyez. On a donc la définition du job, le nom du job. Docker, c'est la définition de l'environnement d'exécution de l'exécuteur. Donc on va exécuter ce job dans un environnement dockerisé. Et on va exécuter les commandes, donc checkout, qui est une sorte de commande built-in dont tous les jobs ont accès. Qui permet du coup de check out le code en fonction de la branche qui a provoqué, qui a déclenché l'exécution. Et la commande, donc commande qui permet du coup de passer une commande généralement du bash, mais on peut aussi par exemple passer un shebang Python, et vu que le Python peut être interprété par bash via le shebang, on peut très bien taper du code Python aussi, c'est assez flexible. Ah oui, c'est bon, tac. Je vais regarder le mauvais écran. Les workflows, c'est du coup, on a dit que les jobs c'était des collections de steps, d'étapes. Les workflows, c'est un regroupement de jobs. Donc on peut justement, grâce aux workflows, faire des connexions logiques entre les jobs pour pouvoir avoir une sorte de chronologie que vous voyez du coup sur l'image. Pareil, je m'excuse, c'est un peu petit, c'est un peu flou, mais vous voyez l'idée. On a 4 tâches qui sont exécutées en parallèle. On voit leur temps d'exécution d'ailleurs à droite, donc quelques secondes pour les 3 dernières tâches et 1 minute 24 pour la première. Ces tâches sont exécutées en parallèle et finissent avec une tâche qui les regroupe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un workflow. D'ailleurs, les workflows peuvent exécuter des jobs du coup de façon concurrente, c'est le cas tout à gauche, de façon séquentielle, du coup c'est une après les autres, de façon planifiée. Donc on peut aussi fournir, lors de la définition d'un workflow, on peut lui fournir une sorte d'un string, une chaîne de caractères cron, qui permet de définir à quelle fréquence va être exécuté le workflow de façon automatique et planifiée, ou de façon manuelle. En faisant appel justement à l'API, en simulant un appel et en disant je veux exécuter mon workflow.
Il y a peut-être eu une petite interruption de connexion, mais je crois que c'est revenu. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Est-ce que vous avez entendu la fin? Je suis pas sûr, parce que je crois qu'il y a eu une petite interruption de connexion. Pour résumer, je disais que les workflows peuvent être... Yes, un petit drapeau. Ok, donc je vais juste répéter la dernière phrase. Les workflows peuvent être exécutés du coup de façon concurrente, donc comme on voit sur la gauche, de façon séquentielle, donc à la suite, de façon planifiée, de façon automatisée à la fréquence qu'on souhaite, ou de façon manuelle. Donc, démo time, on va passer à la démo. C'est là où on va voir si tout se passe bien. Hop, je vais fermer les slides et je vais passer sur déjà ma console pour commencer. Hop, donc je vais agrandir ça, je vais juste voir ce que ça donne. Je vais attendre le retour pour voir un peu ce que ça donne. Ah, on voit bien, ouais. Ce gif, bah ouais. Je suis Hackerman. Ouais, c'est bien, on voit bien la console, ouais, très bien. Ici, j'ai préparé du coup un projet. Donc c'est un projet plutôt commun, il n'y a rien de très compliqué. Il y a un back, il y a un front, le back-end, c'est deux applications en JavaScript. Le front va faire appel le front fera appel de temps en temps vers le back, sinon c'est une SPA, on build les sources et on les déploie. On va d'ailleurs utiliser Heroku pour déployer et héberger nos applications. Je vais essayer de mettre en avant quelques petits outils, un peu de faire des petits clins d'œil vers un outillage. On ne s'attardera pas dessus, mais sachez que si j'ai choisi un outil, c'est un choix et que c'est quelque chose que j'ai envie aussi de vous montrer. On est où? Je crois qu'on est sur... Ok. Donc, je pense que le plus simple, c'est justement que... Je sais pas, soit je peux coder en live, soit je peux vous montrer la config. Je pense que peut-être pour le début, je vais le coder pour vous montrer. On va check out une nouvelle branche. Tac, donc démo. Hop. On va virer le fichier CircleCI qui est déjà dedans, parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Ouais, tac. Et on va en commencer un nouveau avec du coup notre VS Code qui n'est pas là, mais qui est là. Hop. Encore une fois, je vais juste attendre le retour pour voir si c'est pas trop petit, mais ça m'a l'air pas mal. Ouais, dites-moi si vous avez du mal à lire, mais moi ça me paraît pas mal. Par contre, normalement j'ai RM le fichier. Pourquoi il me l'a pas RM? Ah, parce qu'il est dans, bien sûr. Donc, hop, je vais construire du coup mon point d'entrée, donc qui est .circleci, et dans mon dossier CircleCI, je vais créer mon fichier config.yaml. Je vous donne juste 2 petites secondes. J'ai oublié ce que je voulais. Ok. Hop. Très bien. Ok, donc tout fichier CircleCI commence avec la version. C'est important d'utiliser la version 2.1 parce que c'est comme ça qu'on va avoir nos nouvelles fonctionnalités. Ensuite, on va essayer de mettre en place un peu les notions qu'on a commencé à voir. Donc, c'est pas obligatoire. On peut fournir l'environnement d'exécution, l'exécuteur systématiquement dans chaque job. Mais l'idée, c'est de faire du dry. Donc, dry, don't repeat yourself, c'est de ne pas se répéter et d'essayer de réutiliser un maximum de bouts. Donc, on va commencer avec du coup la déclaration d'un exécuteur. Et on va l'appeler Node parce que nos deux projets sont en Node. C'est un environnement Docker. Parce qu'on ne fait rien de compliqué, un environnement containerisé suffit très bien. Et à cet environnement, on va du coup, comme on a expliqué, fournir une image. Une image, du coup, on va utiliser les images officielles de CircleCI. Donc le repository s'appelle ces images. Et on va utiliser Node. Et même, on va spécifier une version. On veut la version de Node 16.14. J'ai oublié un petit tiret parce que c'est une liste. On peut spécifier plusieurs images à notre environnement, à notre exécuteur, pour pouvoir avoir par exemple un conteneur MySQL qui tourne. On peut avoir besoin d'un conteneur MySQL pour faire des tests, pour faire des tests unitaires. Donc c'est une façon de gérer les besoins d'environnement. On peut avoir notre image principale qui est un environnement Node avec notre outillage de Node, NPM, YARN, tout ce qu'il nous faut pour build et exécuter notre projet. Et ensuite, on peut aussi spécifier une image MySQL qui va tourner en parallèle. Mais on n'en a pas besoin, donc on passe. Ensuite, on va définir les jobs.
Les jobs, du coup, c'est les tâches, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc on va faire un premier job qu'on va appeler install and test back. Et on va lui donner l'exécuteur qu'on vient de créer, qui est Node. Ensuite, on définit les steps, donc quelles étapes on a envie d'exécuter. Et on va commencer par checkout, parce qu'il nous faut le code. Ensuite, une fois qu'on a checkout, on va pouvoir commencer à faire des exécutions. Donc les deux sont possibles, on peut soit utiliser command, qui permet juste de balancer une commande en direct, soit on peut utiliser run, qui est en gros une surcouche à commande, parce qu'on peut aussi passer du coup à run commande. Et d'ailleurs, on va faire un npm install. Et petite particularité, on va lui préciser un working directory. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monorepo. Là, on veut uniquement travailler sur le back, donc on veut se placer dans le back. Donc on va lui proposer le working directory /project /back. Ensuite, on veut du coup tester notre projet, c'est le but de notre job. On veut installer et tester, donc on a fait l'install. Vous savez quoi, je vais copier, c'est plus simple. Hop. Tac. Et cette fois, je ne vais pas faire un npmi, mais je vais faire un npm test. Ensuite, on veut faire pareil, mais pour le front. Encore une fois, on ne va pas s'embêter, hein, on va copier-coller. Encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter et poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de précision. On va réutiliser notre exécuteur Node puisque c'est pareil, sachant que entre chaque job, chaque environnement d'exécution est unique. Donc on ne va pas avoir, par exemple, le résultat du job de test. On va avoir une image, enfin un conteneur frais avec une nouvelle instantiation de l'image Node qu'on a demandé. On va aussi checkout, et là, pour le coup, je ne vous ai pas montré de repo, mais pour information, si je fais un... on le voit pas là comme ça, mais le front, c'est un submodule. J'ai cloné un projet, j'ai forqué un projet, je vais vous le montrer, mais c'est un submodule. Du coup, le front n'est pas juste avec un checkout classique, c'est un peu dommage, le front n'est pas là. Donc on va devoir ajouter une étape. D'abord, on va utiliser commande, on va utiliser un git submodule update-init qui devrait pull notre front. Parce que du coup, on va devoir aussi spécifier le working directory, mais si on ne pull pas le... il y a une petite faute. Si on ne pull pas l'image, on ne pourra pas se placer dans le... Si on ne pull pas, pardon, le submodule, on ne pourra pas se placer dans le directory, dans le répertoire. Ensuite, le front, il n'utilise pas npm, mais il utilise yarn. Les deux sont fournis dans l'image, c'est assez pratique. Et ensuite, on va faire un yarn install, et là, on va pas faire un test, on va faire un yarn int, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur grossière de syntaxe ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc là on a fait la première étape de notre CI/CD, on a fait en gros la CI. On vérifie que le projet peut être buildé, peut être construit. On vérifie que le résultat de ce build est fonctionnel avec nos tests. Et ensuite on va passer à la deuxième phase, donc c'est la phase de déploiement. Du coup on va utiliser Docker majoritairement, donc build and push Docker front. Là cette fois-ci, juste pour vous montrer l'exemple, on va utiliser un exécuteur machine, du coup qui est une machine virtuelle, pas un conteneur. Mais à cette machine, il faut quand même lui fournir une image. Et cette fois, l'image qu'on va lui fournir, je le lis sur mon écran, mon deuxième écran, c'est Ubuntu-2004 20.21 11. J'ai fait une faute de frappe, c'est sûr, ça va pas marcher, mais c'est l'effet de mots. On va ensuite fournir du coup un working directory. Non, c'est pas bon ça. On va pas fournir un working directory parce que, encore une fois, c'est le front. Le front est un submodule, du coup, c'est pas là. Par contre, on va lui fournir des steps. On va toujours checkout, ça nous permet d'avoir du code et du code frais. Pareil, l'idée c'est toujours de partir de la même point de départ, c'est pas de garder cette continuité d'environnement. Un des avantages majeurs de travailler dans des environnements conteneurisés avec des images, c'est de pouvoir toujours partir d'une image, d'un état connu, frais. On construit, on teste, et ensuite on peut le laisser de côté, et ensuite on peut partir de notre même base de code pour rebuilder, builder une image de prod. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on check out. On va utiliser, bon, on peut, en fait, run aussi, on peut juste lui filer. Et d'ailleurs, j'ai un doute pour être sûr, je vais utiliser run, juste pour être dans la continuité. Run, donc git submodule update-init.
L'autocomplétion, c'est quand même bien sympa. Run, là du coup on va utiliser Docker. D'ailleurs, une des raisons principales que j'ai utilisé une machine virtuelle, c'est que, et ça c'est juste quelque chose qu'on apprend en utilisant Circle CI, c'est que si on veut utiliser Docker dans un environnement containerisé, ça peut avoir des répercussions sur la sécurité. C'est pas une très bonne pratique d'utiliser Docker dans un environnement dockerisé. Du coup, on est obligé de créer un environnement à côté avec un flag qu'on va voir, je vais vous présenter, qui permet d'avoir un environnement Docker. Par contre, vu qu'on a demandé une machine virtuelle, là, on a un Docker, on va dire, nativement, dans l'image de la VM. Du coup, on peut directement aller exécuter nos commandes Docker. Donc, on va faire un docker login-u. Hop, mon username, c'est ça. Et mon mot de passe, c'est dans une variable de projet que j'ai configurée. Et la variable s'appelle docker password. Alors, j'ai vu une question passer. Il y a moyen de build un Dockerfile dans notre code avec Docker Dinde. Faut l'utiliser après. C'est une faute de frappe, je connais pas de Docker Dinde. Donc, ou peut-être je fais, je sais pas, il y a moyen de build un Dockerfile dans notre code avec Docker pour l'utiliser après. Docker in Docker. C'est possible, c'est pas impossible. Il y a des gens qui le font. Le problème, c'est que si on donne, en utilisant Docker, on peut donner accès à du coup le socket Docker dans l'image Docker. Et si on ne fait pas attention, en donnant trop de permissions sur le socket Docker, ça peut permettre d'échapper à l'environnement containerisé. Donc généralement, c'est pas vu comme une bonne pratique. Après, ça dépend de l'utilisation pareil. Il y a des choses qui sont tolérables dans un environnement local de test, et il y a des choses qui ne le sont pas quand on arrive en prod. Donc c'est pas forcément quelque chose à faire, mais c'est possible. C'est pas impossible. J'espère que j'ai... Et après, si Docker in Docker, c'est une technologie que je ne connais pas, c'est aussi possible. Mais si on parle juste d'avoir Docker dans un conteneur Docker, c'est pas forcément vu comme une bonne pratique. Tac. Donc on continue. Donc là, on a fait notre Docker login. On fait Docker build. Docker build-t. Donc je vais utiliser un CJC et j'ai appelé le repo link value. Je vais lui donner encore une variable d'environnement, cette fois qui est built-in. C'est circle underscore SHA-1. Ça permet d'avoir un identifiant unique. Et je vais le taguer avec mon front. Et je vais lui donner le dossier front, parce que ça va être mon contexte. Je veux build le front à partir des sources de front. Donc je lui donne le contexte front et il trouvera le Dockerfile et les sources, et Docker fera toute sa magie tout seul. Et ensuite, une fois que j'ai une image, il faut que je la pousse. Mon job s'appelle Docker build and push, donc je vais la pousser. Donc Docker push. Et c'est pas un B d'ailleurs, c'est un T. Et je vais copier le tag. Et je vais le pousser. Ok, je vais ensuite faire exactement pareil. Vous l'aurez compris pour le back. On va utiliser la même machine, juste la seule différence, c'est que on va pas utiliser le submodule. Et pour relier le tout, du coup là on a défini nos jobs, là il nous faut un workflow donc pour relier le tout et définir comment est-ce que ces jobs vont être exécutés, dans quel ordre, est-ce qu'on veut les mettre en concurrent, est-ce qu'on veut les mettre en séquentiel. Ça on va passer par le mot-clé workflow. On nomme notre workflow, donc on va l'appeler pas machine mais main. On pourrait l'appeler n'importe quoi, là c'est pas une clé Circle CI, je choisis le nom. Et ensuite on va appeler nos jobs, donc on va commencer par l'install and test back. On va ensuite, une fois qu'on a fait l'install et test, on veut attendre l'install et test avant de build. Donc on va créer une dépendance entre les deux. Donc on a fait notre install et test, et ensuite on va build and push docker back. Et comment on fait pour créer... Pourquoi il n'y en a pas? Ah oui. Oupsie. Du coup, hop, c'est pas main. Enfin après main, il faut justement lui dire quel job. Et du coup, une fois qu'on a défini qu'on veut installer et ensuite build and push, on va créer une dépendance en utilisant la clé requires et on lui passe du coup install and test back. Donc ça veut dire que l'étape build and push docker back va attendre l'installation et le test. Et encore une fois, on fait tout pareil pour le front. Pourquoi s'embêter? Donc hop. Je vais même utiliser l'édition multiline. Tac, Ackerman.
Donc, si tout se passe bien, normalement, ce qui devrait passer, c'est qu'on devrait avoir notre install and test, on devrait avoir le build and push, et on devrait avoir, enfin, qui s'attend. Je retourne sur mon terminal, git status, git add circle ci, git commit-m, on va dire fit new ci, git push-u, c'est une nouvelle branche, origine démo. On va sans tarder aller se mettre dans CircleCI. Donc voici le portal. Vous avez vu des screenshots depuis le début. Je vais aller dans Project, du coup, qui va me permettre de voir la liste de mes projets, donc qui correspondent tout simplement à mes repositories. Tac, donc j'en ai que deux. Dashi d'ailleurs, c'est le front qu'on va regarder. Et Simple CI/CD Project, c'est le repo. D'ailleurs, je vous partagerai en fin de présentation le repo qui a plein d'exemples. C'est assez fourni, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout explorer ce soir. L'idée, c'est vraiment de rester dans les généralités, de rester assez haut niveau. Failing, bah tenez, vous allez pouvoir me voir des donc, si on clique, donc là on a notre pipeline, donc on a notre projet et notre pipeline avec du coup les workflows. Donc on a défini le main, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le main. On voit du coup qu'on a nos jobs et nos dépendances qu'on a définis. On a donc l'install et le test de front qui déclenche du coup ensuite le build. Et c'est tout pareil pour le back. On peut aller inspecter un peu plus loin en cliquant sur le workflow, en cliquant sur le job pardon qui est dans le workflow. Il y a beaucoup de termes, hein, mais ça n'a vraiment pas des notions très complexes, mais on peut s'y faire dans la nomenclature. Et ensuite, on voit du coup les steps qu'on a définis. Donc, on retrouve exactement ce qu'on a défini dans le projet. On voit que du coup, on crée notre environnement. Bon, il y a plein de debugs, c'est pas forcément très intéressant de regarder ça. On check out, on installe avec un npm install, vous connaissez, et on fait un npm test. On voit d'ailleurs que du coup, nos deux tests sont exécutés. Il n'y en a que deux. C'est un projet simple, mais il n'y en a que deux, on exécute nos deux tests passent, c'est vert, ça continue. Par contre, on a eu une erreur, du coup, on va aller voir pourquoi. Build and push, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Donc, c'est le Docker build qui n'a pas aimé, et unable to proper context. Donc, je pense que j'ai fait une petite faute de frappe. J'ai copié-collé trop vite. En effet, le back, c'est pas ça, c'est back. On va donc repousser back on repousse et ensuite je vais vous montrer quelques notions un peu nouvelles dans CircleCI. Là on reste vraiment dans la base, ce qu'on peut faire le plus simple. Je vais arrêter le workflow parce que on a relancé un nouveau. C'est d'ailleurs un paramètre qu'on pourrait activer. Donc ici, on peut explorer le temps que ça build. Donc il y a du coup une page de paramétrage où il y a plein d'options que vous pourrez découvrir. J'attire votre attention sur la partie variable d'environnement où justement on voit du coup ici mes variables d'environnement. Donc il y en a 4. Il y a mon Docker login, Docker password. Il y a l'API key de Heroku qui va être pratique pour déployer du coup sur notre environnement. Et la petite surprise du bot, il y a un mot de passe IRC. Je me demande à quoi ça peut servir. Ensuite, on peut aller voir dans Overview, je pense. Oh non, je pense que c'est Avancé. Avancé. Alors, je m'excuse, mon petit PC, il est un peu en galère. OBS, Firefox, ça fait beaucoup. Hein. Et on voit du coup auto-cancel redundant workflows. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que si on relance un workflow qui est déjà en train d'être exécuté, il va annuler. Ça permet juste de ne pas gaspiller des crédits bêtement. D'ailleurs, tant qu'on est dans cette page-là, on peut peut-être... Non, on va quand même regarder la fin du build, juste pour s'assurer que ça fonctionne, que la config qu'on a tapée est bonne. Est-ce que, pareil, il y a des questions. OBS Firefox, c'est beaucoup gros PC. Ouais, c'est un petit laptop. Hein. Je fais ça là sur mon laptop. J'ai ma machine de guerre à côté, mais là, bon, c'est ma bécane de travail. Et du coup, qui galère un peu avec Firefox. Et là, on voit du vert. Donc, parfait. C'est ce qu'on voulait voir. On a pu builder le back et on a pu le pousser. Donc, ça veut dire que mes variables d'environnement sont bons. J'ai mis le bon mot de passe. Il a pu login d'ailleurs.
il a pu build. On peut vite fait aller voir ce qui s'est passé, hein, mais je pense que Docker, c'est quand même quelque chose que vous connaissez. On voit du coup toutes les étapes. Bon, on a perdu un peu de sortie, mais c'est pas très très grave. On peut toujours à tout moment télécharger la sortie complète avec le bouton qui est ici. Mais je vais éviter de rajouter trop d'onglets. Et on voit du coup que je build, je construis mon image et qu'ensuite je la pousse au repository en question. D'ailleurs, CircleCI s'occupe de censurer les informations sensibles. Donc ici on voit plein d'étoiles. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est mon Docker login. Donc je l'ai mis à la main en clair parce que bon, voilà. Par la suite, on verra, je vais utiliser ces barres d'environnement, mais tout de suite, c'est pas forcément. Enfin, Docker se rend compte que c'est une information potentiellement sensible du fait que ça apparaît dans les variables d'environnement, et du coup censure. Voilà, donc ça c'est un workflow simple, c'est vraiment CircleCI de base. On va essayer de passer rapidement sur du coup quelques optimisations, quelques améliorations, quelques fonctionnalités un peu plus poussées. Et pour cela, je pense que je vais pas avoir le temps de le faire en live, je vais simplement check out ma branche qui est préparée pour montrer du coup le déploiement. Parce que là on a fait du coup, enfin, on n'a pas réellement fait un déploiement. On a buildé une image et on l'a poussée vers un repository Docker, ce qui pourrait consister à un déploiement en quelque sorte. Mais là on va vraiment le déployer sur l'environnement de production. Et on va aussi utiliser quelques petites notions un peu sympas. Du coup j'ai check out, donc ici, ah merde c'était bon. Je retourne sur mon CircleCI config. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses pareilles. J'attire votre attention sur la partie orb. J'ai quelques slides préparés pour ça, je crois. Donc les orbes. Les orbes. Oh, pardon. C'est pas la bonne souris, il paraît trop de bordel. Hop. Donc les orbes, qu'est-ce que c'est les orbes? C'est en fait de la configuration réutilisable. On peut créer un orb, pousser de la configuration CircleCI dans cet orb, et ça agit un peu comme une sorte de librairie distante de CircleCI qu'on peut donc ensuite prendre dans tous nos projets. Ça permet d'avoir pareil une centralisation de la configuration. Si on a plein de projets, ça peut être pratique d'avoir plein de, nos tâches, nos workflows, nos jobs centralisés dans un même point. Donc les orbes permettent d'avoir ça ici à l'écran. Vous le voyez à peu près bien, je pense. On voit un peu, on va le revoir derrière de toute façon la configuration, mais en gros il faut appeler l'orbe avec le mot-clé orbe. Et ensuite, une fois qu'on a appelé l'orbe, on peut appeler les jobs qui sont dans l'orbe. D'ailleurs, le développement des orbes vient accompagné de tac. Donc cette page que je vous montre là tout de suite, c'est une page qui est générée de façon automatique. Ici on a un orbe officiel CircleCI avec une version, voilà, une version, on voit que c'est un orbe certifié, on a quelques informations dessus. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on voit du coup les jobs et les commandes qui sont présentes dans l'orbe, ce qui permet du coup d'aller voir directement. L'idée c'est d'avoir des jobs paramétrables. Donc on va pas montrer le développement d'un orbe, mais en gros on peut passer des paramètres, comme on a fait. Non, on n'a pas fait jusque là, donc on va voir un exemple juste après. Mais ce qui est très chouette, c'est que du coup on a cette doc qui est générée de façon automatique, donc on peut directement aller voir sur notre job, donc un job qui s'appelle filter, qui prend ses paramètres. On voit si ces paramètres sont obligatoires ou pas, on voit s'il y a des valeurs par défaut, on voit quel est le type de paramètre, qu'est-ce qui est attendu. C'est vraiment très pratique pour ensuite partager avec d'autres personnes et collaborer sur les mêmes projets. Donc on importe nos orbes, on va en importer 3. On va importer l'orbe de Heroku, qui est un orbe officiel. C'est que des orbes officiels de toute façon. Heroku qui va nous permettre de déployer sur notre environnement Heroku. Docker pour éviter de faire le Docker build à la main, comme ça Docker aussi a un orbe officiel, donc on va s'en servir. Et IRC pour la petite surprise, le petit bot. On voit du coup nos exécuteurs, c'est toujours pareil, donc on a un exécuteur Node, on a un exécuteur Base cette fois. Base c'est quoi? C'est juste une image de base, c'est une image Ubuntu, c'est un peu comme la machine virtuelle, c'est une image de base Ubuntu, sans forcément trop d'outillage. C'est léger, c'est tenu à jour. Le 2022-02, c'est le dernier, enfin c'est le mois, il rebuild tous les mois les images, donc c'est à jour, il y a des patch vendors, ça nous permet d'avoir une image légère quand on n'a pas besoin d'un framework, par exemple pour build des images Docker. On voit donc l'installer test, ça c'est tout pareil, sauf que j'attire votre attention du coup sur Store Test Results. Vu que je fais du test, je vais générer un fichier avec les résultats. Ce fichier de résultats peut être remonté dans CircleCI pour déjà être accessible à travers le portail, et aussi pour faire de l'analyse sur les tests. CircleCI est un outil de visualisation built-in, donc on peut voir un peu les résultats.
en direct, et aussi un peu les tendances aussi des résultats de nos tests. Tout pareil pour le front, sauf que cette fois-ci, on va utiliser du coup la persistance de données. Donc on va pouvoir, au lieu de... Là, on fait notre git submodule update init, qui permet de, du coup, pull le submodule. Là, au lieu de le pull à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pull et on va le mettre dans un workspace. Un workspace, c'est une sorte d'endroit persistant qu'on va pouvoir remettre à chaque fois dans notre conteneur. On pourrait submodule init à chaque fois, hein, c'est pas réellement un problème. On gagne un peu en performance. C'est tout. C'est des optimisations que je vous montre au fur et à mesure. On a du coup le deploy Docker back, donc du coup qui est le déploiement de l'image Docker, mais avec Heroku. Donc on utilise Heroku install qui installe Heroku sur l'image. On utilise Heroku check authentication qui vérifie ma clé d'API. On utilise le checkout pour get le code. On fait setup remote Docker, donc je vous ai un peu expliqué, qui permet du coup de créer un environnement distant avec Docker de façon sécurisée pour pouvoir construire nos images sur cet environnement spécialisé Docker. Et ensuite, on utilise les commandes, on utilise le CLI. Donc on se met dans le back, on se place dans le back, et ensuite on fait notre container login, container push, container release, qui permet de builder l'image et la pousser vers l'environnement Heroku, que j'ai configuré au préalable, bien sûr. Tout pareil pour le front, avec du coup le submodule init. Et ensuite notre petit job de notification, puisque c'est quand même assez intéressant dans des systèmes d'automatiser d'avoir un retour. C'est bien que ça tourne en fond et qu'on puisse ne pas s'en occuper, mais en même temps c'est aussi bien d'avoir un résultat. Donc à la fin, j'espère, on va pouvoir avoir un petit retour du bot Twitch. Il faut juste que je change une chose, le channel n'est plus Fatbrick42 qui est mon compte perso, mais link value. Et ensuite, le workflow, il est tout pareil, sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser notre job Docker build à la main qu'on a créé, on va utiliser le job Docker de Docker. Donc il y a du coup des commandes, donc qui sont les étapes, et il y a aussi du coup des jobs. Donc il y a des jobs dans les orbes, il y a des commandes dans les orbes, on utilise des commandes dans les jobs, et il y a déjà des jobs tout préfaits avec toutes les commandes qui déroulent. Donc on va utiliser le job publish à qui on passe du coup les variables nécessaires. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Juste du coup, souvent on peut intervenir à certains moments en passant de la configuration. Ici je passe du coup une ligne de commande qui me permet du coup de faire mon git submodule init pour avoir mon front. Tout ça c'est pareil, et on va attendre que tout ça se passe. Vous allez voir de toute façon le workflow, mais le workflow il va paralyser les 4 jobs, et ensuite ils vont se regrouper pour ensuite notifier quand il y a eu un succès. Donc on va tout simplement déclencher ça avec un commit. Donc je sais pas, test, non, test, c'est vraiment pas très pas très original. Git status, à quoique j'aurais pu juste... Alors attends, il y a une diff, c'est quoi le diff là? Ah oui, bien sûr. Donc ça aurait suffi en fait. Donc on va le virer. Git status, git add circle CI, git commit new channel for bot. Tac tac. On va aller voir du coup sans attendre dans le portal. Ça c'est le résultat du coup de notre dernier workflow, et là on voit notre nouveau workflow. On voit d'ailleurs du coup que CircleCI exécute sur la branche en question, donc on peut accompagner des changements de config avec des changements applicatifs aussi. On voit qu'on est sur notre branche numéro 2, et du coup on a du coup le code du 2. On va aller voir le workflow, on voit qu'il y a des choses qui tournent, et ici du coup on voit ce que je vous ai décrit. On a du coup notre back et notre front. Notre back qui va déclencher 2 jobs, donc la création de l'image Docker et le déploiement sur Heroku. Et ensuite, pareil pour le front. On va pas attendre, enfin, on va l'attendre, mais on va faire autre chose en attendant, parce que le build de l'image Docker, ça prend quand même quelques minutes. Donc, à part si vous avez des questions, je vais essayer de vous présenter les dernières petites notions avant de conclure. Et ensuite, on passera à une phase de questions-réponses. Si vous avez, je pourrais peut-être vous montrer quelques petits trucs en plus. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un runner local pour tester les changements apportés à la config CircleCI? Ah, très bonne question, j'avoue, ça c'est très bien vu. En effet, CircleCI propose un CLI, donc qui s'appelle CircleCI. Si je vous le lance comme ça, vous allez voir, il y a plein de commandes possibles. Donc CircleCI aujourd'hui est assez vaste quand même comme outil. Donc il y a par exemple les orbes, si on veut développer des orbes, créer des orbes. Il y a du runner, j'aimerais bien vous présenter le runner, mais je ne sais pas si on aura le temps. Qui est du coup
une instance, c'est pas du local, enfin, c'est pas du local, mais c'est une instance, c'est une image qu'on peut faire tourner sur nos environnements fermés, isolés, pour ne pas devoir autoriser une connexion entrante de CircleCI. On peut du coup communiquer avec CircleCI sans devoir ouvrir des connexions entrantes, juste une connexion sortante suffit. Et le runner va s'occuper d'aller communiquer avec le serveur, pull le job et exécuter le job sur l'environnement isolé. Ça peut être très pratique sur des environnements, on va dire Kubernetes par exemple, où on a notre environnement orchestré, notre bulle, tout est isolé, on n'a pas envie d'ouvrir des connexions dans tous les sens, ben on peut exécuter à partir du runner. Ça peut être pratique aussi pour des projets qui doivent être on-prem, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas le droit au cloud, je pense. Les projets militaires, les projets bancaires, financiers, etc. Et il y a plein d'autres tâches, mais il y a aussi du coup CircleCI local, qui nous permet du coup d'exécuter en local. Local, il faut lui spécifier du coup la commande, donc c'est execute. Et ce qui est un peu... Ah oui, non. Help. Ce qui est un peu tricky, c'est que du coup, il faut le configurer systématiquement avec absolument tout. Il n'est pas capable de se rendre compte, même si sur le portable il l'est, capable de se rendre compte de la branche, du chat, etc. En local, il n'est pas capable de le faire. Et ce qui est surtout un peu compliqué à comprendre, c'est qu'en fait, il va exécuter non pas le workflow, mais un job. Donc il faut cibler un job. Donc à la limite, pourquoi pas, tant qu'on est en train d'attendre. Attends, je voudrais pas lui voler la vedette. Oh putain, ça a planté en plus. Pourquoi ça a planté ? Le yarn install qui ne passe pas. C'est chouette. Bon, mais du coup, le Notify Twitch il va pas passer. Du coup, on va le faire à la main. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut branche et révision, mais même c'est pas très très grave. Si le git URL c'est important. Quoique, du coup, je vais faire job Notify Twitch. On va voir s'il s'en sort sans les informations. Au pire, on lui passera. Donc, du coup, il va pull ses images. J'ai Docker installé, donc il utilise mon Docker local. J'ai eu un succès. Est-ce qu'on a vu quelque chose dans le chat? Non. Super. Super. C'est bizarre que le Heroku il soit pas passé. C'est l'effet démo. Dommage. Ce que je pourrais faire, je pense, c'est exécuter une tâche que j'ai exécutée. Enfin, en parler un peu de débugage, de choses comme ça. Je vais vous montrer du coup aussi ce qu'on peut faire avec le portal, qui est très pratique. On peut du coup trouver. On va arrêter ça tout de suite. On peut trouver du coup des tâches qui ont soit fail, soit des tâches, peu importe leur état, et les relancer. Les relancer soit du coup à partir de l'endroit, soit les relancer avec SSH. Ce qui peut être très très pratique pour débugger. Là par exemple, si je vais dans... je vais plutôt me placer sur la dernière branche, optimisation. Tac. Back par exemple, ça m'intéresse ici. On va prendre le dernier. Le Notify Twitch, on va le prendre. Donc ici du coup on a le job donc, qui est censé notifier en fin de pipeline. Et on va le rerun with SSH. C'est tout en haut, on va rerun et on va rerun with SSH. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va relancer le job. Ça va réexécuter avec tout en état. Hein. Là, pour le coup, il est capable de retrouver un peu sa config. Et surtout, il va ouvrir un port SSH pour que je puisse aller me connecter sur le conteneur et avoir un accès shell dedans. Ah, mais là, il a exécuté sur ma chaîne 100%. Je pense qu'il a du coup vu que c'est hier. Je vais juste aller vérifier. Attendez. Hop. L'effet démo. Je vais vous montrer le SSH d'abord. Et on verra après. Ah, c'est dommage que le bot il passe pas parce que du coup je vais devoir vous copier-coller le lien du repo. Donc j'ai copié du coup CircleCI me donne une commande, donc SSH-IP, donc avec un port et une IP, et du coup vu que le compte CircleCI est lié au compte GitHub, CircleCI a accès à ma clé SSH que j'ai mis dans GitHub. Du coup je peux tout simplement SSH, et via ma clé SSH il va me donner accès au conteneur de l'environnement. Donc ici on voit par exemple, si je vais dans Project, ah oui non c'est le bot Twitch. Mais si je fais env, on voit du coup toutes les variables d'environnement.
On voit d'ailleurs, cachez vos yeux parce qu'il doit y avoir des informations sensibles là-dedans. Tac, on voit par exemple le repository URL, on voit ma clé normalement Heroku, je peux faire un env grep-i Heroku, et on voit du coup ma clé API Heroku. Voilà, ça peut être une super façon de pouvoir débugger. On va finir du coup, parce que bon, on arrive à la fin du créneau, on va finir juste pour vous montrer un peu les outils de visualisation. Pareil, CircleCI, ils essaient de faire un gros taf sur ce qu'ils appellent les insights. Ah ouais, non, je vais essayer de vous montrer le bot aussi quand même, parce que, quand même. Tac. Je coupe le son. Chaîne. Chat. Ah yes. Bon, on le voit. C'est dommage. C'est dommage. Vous l'avez. Enfin, faut me croire. Mais à quoi que si, on voit l'heure. 19h53. Du coup, ici, on a du coup. Donc ça c'est envoyé sur ma chaîne, c'est dommage. Mais du coup, on voit du coup mon compte, puisque c'est ma clé d'API, qui... Ah, vous voyez pas en fait. Est-ce que je peux agrandir ça? Un trop, deux trop. On me chuchote dans l'oreille que je peux peut-être continuer si ça vous intéresse. Ah mais je ne connais pas Twitch. Donc on voit très bien, on voit ici le message. Donc en effet c'est du coup le job, bon faut me croire, hein, mais on voit l'heure, c'est le job qui a utilisé ma clé API pour communiquer avec Twitch et le chat IRC, parce qu'en fait un chat Twitch c'est un chat IRC derrière, pour publier du coup les informations que j'ai paramétrées. Donc vous voyez ici la branche, vous voyez ici la démo, et on voit ici du coup aussi l'URL. Donc par exemple, bah ouais, j'avoue je vous ai même pas montré le déploiement. On va finir quand même sur les insights. Donc les insights c'est quoi? C'est une partie de CircleCI qui permet du coup d'avoir un peu plus d'observabilité sur ses workflows, sur ses tests, etc. Donc les informations peuvent prendre un peu de temps pour remonter dans le portal, c'est le seul un peu bémol. J'ai pas mal utilisé ces derniers jours, donc j'espère qu'on aura des choses. Mais on voit par exemple ici ma consommation de crédit, donc c'est combien me coûte ce workflow. On voit combien de temps ça a tourné en total, donc il y a un fort lien entre les crédits consommés. On voit combien d'exécutions il y a eu, et on voit quel est le pourcentage de succès, donc on voit que c'est en développement, on va dire. Tac. Si je vais dessus... Ah si, il y a plein d'informations par rapport à hier, c'est cool. Donc on peut choisir sur quelle échelle on veut regarder, on veut avoir ces informations. On voit du coup pour chaque workflow et chaque branche selon laquelle est exécuté ce workflow, toujours pareil, les crédits, le temps, les runs. Si je vais sur un où il y a eu plus d'exécution, bah c'est main. Hein. Combien? 20 runs? Bon, on va aller sur main, on va avoir le plus d'informations sur main. On voit ici du coup plein de graphiques avec du coup justement quand est-ce qu'il y a eu un succès, quand est-ce qu'il y a eu un échec, combien de temps a duré du coup. On voit du coup donc il y a 2 jours que j'ai utilisé 212 crédits sur un workflow qui a duré 10 minutes et en plus qui a échec. Donc bon, c'est en développement, ça arrive, hein, mais quand on a des workflows de production, on peut vraiment identifier des problèmes rapidement avec ces outils de visualisation. Le success rate, le duration, donc pareil, ce projet j'ai commencé à le développer depuis une petite explication sur les crédits, ouais, très bien, je finis dessus, donc une petite, le projet existe depuis peu, donc on n'a pas forcément beaucoup d'historique en termes de données, mais on voit que justement là on a l'utilisation de mes crédits, donc on voit que par exemple sur mes workflows qui passent, j'ai utilisé 663, et sur mes workflows qui ont eu un échec, j'ai utilisé 526. Donc en effet, on voit ma consommation de crédit, c'est assez important d'en parler parce que c'est le modèle de facturation de CircleCI. Tout ce que vous voyez là, d'ailleurs, a été développé avec un compte totalement gratuit. C'est une des grandes nouveautés de CircleCI en 2022, c'est qu'ils ont totalement revu leur offre gratuite. Avant, c'était très limité, on était limité souvent en termes de... L'ancien modèle, c'était de réserver un certain nombre d'exécutions parallèles. Donc en gros, on avait un conteneur réservé pour nous, dans lequel on pouvait déployer tout le temps, mais il était réservé H24. Des fois, tu voulais paralyser, il t'en fallait 4, et tu étais obligé d'attendre, de les faire de façon séquentielle. C'est un peu nul.
Ou alors, voilà, c'était pas terrible. Donc ils ont changé totalement de modèle, ils sont passés sur un modèle à la consommation. Donc là, du coup, on a une limite dure de concurrence avec un compte gratuit de 30. Donc on peut exécuter 30 jobs en parallèle. Et du coup, au lieu de payer au nombre de concurrents, de jobs concurrents, on va payer plutôt à la consommation. Du coup, si je vais à gauche là, ici, je vais dans le plan. Hello, salut Loti Monteros. T'arrives un peu sur la fin, mais j'ai quelques derniers petits trucs à vous réserver encore, à vous présenter encore, pardon. Ici, bon, ça c'est la com, on s'en fout, ça n'est pas là pour faire trop de pub non plus. L'utilisation du plan. Du coup, par exemple, on voit que sur un mois, si je ne m'abuse pas, on a une limite dure de 30 000 crédits. On voit que du coup, depuis le temps que je développe ce projet, j'en ai utilisé 2000. On a du coup un peu d'où ça sort, donc c'est beaucoup de compute. Compute, c'est le temps qu'on passe dans les conteneurs, à faire nos choses, à faire nos tâches, à exécuter nos tâches, nos builds, nos déploiements, etc. Le nombre de minutes. On peut aussi être facturé, ou surfacturé surtout, sur le stockage. Le stockage, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut persister de la donnée, j'en ai un peu parlé. On a tout un système de cache que j'aurais bien aimé vous présenter, mais que je pense qu'on va être un peu court. Mais il y a tout un système de cache, on peut mettre des choses en cache. Par exemple, je pense aux dépendances de projet. On peut très bien, lorsqu'on fait un npm install et qu'on installe nos dépendances de projet, au lieu de les réinstaller à chaque fois, qui est coûteux en termes de temps, on peut les mettre en cache. Et du coup, ce cache va persister pendant quelques semaines. Et à chaque réexécution du projet, on pourra demander au cache les dépendances qu'on va ensuite télécharger directement, qui seront dans le projet. Et ça va accélérer quand même de façon assez conséquente, surtout sur des projets, des gros projets qui prennent du temps à installer. Ça va accélérer quand même pas mal. On voit aussi du coup la quantité de données qui a transité par mes projets. Et tout ça c'est détaillé quand je passe, donc bon, l'utilisateur il n'y a que moi, ça c'est un peu inintéressant. Network, du coup on voit que par exemple j'ai sauvegardé 3,4 mégas de cache et j'ai restauré 16, donc je restaure plus que ce que je sauvegarde, ce qui est plutôt normal. Les workspaces aussi, du coup les workspaces c'est ce qui permet du coup de persister de la donnée mais pas entre workflows. Et d'ailleurs, attendez, il y a un schéma, je devrais finir mes slides en fait, c'est surtout ça qui est... Hop. Donc, parfait, c'était le slide d'après, donc on va parler de persistance de données rapidement. Je vous ai parlé du cache. En fait, vous voyez, le cache, c'est les flèches qui vont de gauche à droite. Donc, en gros, l'idée du cache, c'est justement de persister de la donnée entre exécutions du workflow. Donc, l'exemple parfait, c'est les dépendances. On peut faire pareil avec des binaires. Si on veut télécharger un binaire pour, je sais pas, un CLI qu'on peut utiliser dans nos jobs, ben, on peut le mettre en cache et le redemander à chaque fois, et ça évite de devoir le retélécharger, le réinstaller. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. Il y a les workspaces. Les workspaces, c'est un peu la même idée, mais c'est entre étapes du workflow, donc c'est à l'intérieur du workflow et entre jobs. Ça permet de persister de la donnée plus loin dans le workflow. Donc ça peut être utile dans le cadre où, par exemple, on build des sources et qu'on ne veut pas tout faire dans le même job parce que du coup on veut pouvoir paralyser des choses, optimiser des choses, on ne veut pas forcément le même environnement, etc. Donc on veut récupérer le résultat de notre build plus tard, ben on peut le mettre dans un workspace et ensuite le récupérer plus tard. C'est d'ailleurs ce que je fais dans la troisième branche du repo, que d'ailleurs je devrais vous partager carrément. En gros, donc au lieu de faire mon git module init à chaque fois, je vais git module init, submodule init, pardon, tout au début, et ensuite je vais le mettre dans un workspace, et dès que j'ai besoin des sources front, ben, je vais remettre ce workspace en route. Et ensuite, il y a la dernière façon de persister, donc c'est les artefacts. Les artefacts, c'est des données qu'on veut persister sur le long terme à l'utilisateur, on va dire. Donc quelque chose qui résulte un résultat qu'on veut ensuite avoir disponible dans le portail, on peut le mettre en artefact. C'est très utile, par exemple, pour justement, on a fait un peu référence à ça tout à l'heure, c'est très utile pour les résultats de tests unitaires. C'est quelque chose qu'on a envie de retrouver. Et du coup, le fait de les mettre en plus dans les artefacts permet à CircleCI de les analyser et de les avoir. Artifact, c'est aussi un jeu de cartes de Valve qui a bidé. C'est vrai. C'est vrai, mais là, ça bide pas trop, c'est plutôt utile. Qu'est-ce que j'avais encore comme slide? Les contextes, on en a un peu parlé. Et les renards, mais ça, je pense qu'on peut laisser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je peux montrer en rafale. Je peux essayer de montrer en rafale la troisième branche.
mais ça va faire beaucoup quand même. Il y a quand même beaucoup de... On passe d'une étape, quand même, on passe à une étape supérieure, mais pourquoi pas vous montrer, et je vais vous copier, je vais vous partager le lien en même temps. Checkout. Hop. Tac. Donc, il est où le chat? Il est là. Je crois que c'est ça le lien. Je l'ai tapé à la main. Non, c'est pas ça, putain, bien sûr que c'est pas ça. Alors attendez. My bad. Simple CI/CD Project, c'est tout simplement que je ne sais pas taper. Je vais le spammer un peu. Ah non, je n'ai pas le droit de spammer. C'est pas ma chaîne, c'est le deuxième lien. Et du coup, je vous présente rapidement les optimisations. Donc on va un peu, là je vais vous montrer du coup un résultat plutôt poussé. Là pour le coup on est quand même sur de la configuration plutôt avancée. On va essayer de pareil utiliser tous ces concepts, tous ces principes que j'ai présentés pendant l'heure pour faire quelque chose de assez avancé, assez poussé. Donc on va combiner tout ça. Ici on a du coup, si je vous montre l'arborescence c'est important, on a du coup plus un fichier mais deux. CircleCI de par son envie d'être flexible, permet de faire de la configuration dynamique. Donc on peut très bien, dans une tâche, générer de la configuration dynamique en fonction par exemple, je pense à quel fichier a été modifié dans un monorepo pour pouvoir cibler ce qu'on veut builder, et pas devoir tout builder systématiquement. Ça peut être une des problématiques majeures d'un monorepo. Donc CircleCI permet de faire de la configuration dynamique, et du coup la façon de faire c'est en passant par des orbes. On en pense qu'on veut, c'est un peu obscur le fait de cacher cette logique dans des orbes. C'est quand même beaucoup de, il y a rien de, ils réinventent pas la roue, hein. C'est quand même beaucoup d'appels API via curl en fait. C'est tout simplement ça. Mais pour garder la configuration finale propre, ils préfèrent mettre ça dans des orbes officiels. Et du coup, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on filtre en fonction du path. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker si c'est le front qui a été build, si c'est le back qui a été build. Ah non, c'est trop grand ça. Et en fonction, on va lancer notre... merde, il va pas revenir. Si. On va relancer notre pipeline avec un paramètre. Et d'ailleurs, on va continuer sur le deuxième fichier de configuration qui s'appelle continue. Donc ça, c'est juste un point d'entrée qui permet de dire, si je suis sur le back, je lance avec un flag qui me dit que je suis sur le back. Si je suis sur le front, je lance avec un flag qui me permet de dire que je suis sur le front. Ici, du coup, on tombe dans pareil, le gros du fichier. Là, pour les gens qui connaissent pas trop YAML, il y a quand même des petites nouveautés qui vont arriver. Je vais essayer de vous présenter ça tranquillement, mais c'est quand même assez poussé. Donc, on a la même idée, donc les orbes, exactement les mêmes orbes d'ailleurs qu'on avait dans la deuxième partie. On a du coup une notion de paramètres. Donc, c'est ce que vous avez vu dans le fichier juste avant. Les paramètres, c'est des choses on peut du coup relancer nos workflows à travers l'API en passant des paramètres, et ces paramètres permettent du coup de changer le comportement de workflow et d'avoir des workflows qui sont eux-mêmes dynamiques sans devoir être générés. Ici on a juste des encres. Cette notation ici là, que vous connaissez peut-être pas, c'est des encres. Ça permet de réutiliser de la config YAML. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc en fait j'en ai 4, et c'est juste des choses qui vont revenir régulièrement dans la configuration. Donc le fait de filtrer par branche, ça m'est utile par la suite. Et ici aussi on filtre par branche. En fait il y a deux façons de filtrer par branche. On peut soit passer un filtre qui permet de dire que je ne veux seulement exécuter mon workflow ou ce job sur la branche master, et il y a aussi une condition comme ça qui permet de dire quand ma branche égale master, j'exécute. On a de nouveau nos exécuteurs. Du coup, donc on retrouve les mêmes, hein, Node, c'est des exécuteurs Docker. Il y a juste un petit ajout, c'est la resource class. La resource class, c'est la taille de la ressource qu'on veut utiliser, la taille de l'exécuteur. Si je retourne rapidement dans le portail, et parfait, je suis sur le plan, on voit qu'il y a un onglet resource class.
En fait, les resource classes sont triées, il y a du small jusqu'à large, c'est des grosses instances. Ça permet de cibler. Je dois bouger, mais c'était cool. Bah, merci d'être passé, Slimcrack, ça fait plaisir, merci à toi. Du coup, la taille de la resource class permet de définir quelle est la taille de notre environnement d'exécution, qui permet du coup d'optimiser aussi. Si on n'a pas besoin de faire des énormes builds qui prennent des gigas et des gigas de RAM, on peut très bien passer le paramètre small pour avoir accès à une plus petite instance qui va nous coûter moins de crédit. Donc ça aussi c'est une façon d'optimiser. On regarde, enfin il n'y a pas beaucoup de données là, mais on voit très bien que j'ai passé 38 minutes dans un Docker large, ce qui m'a coûté quasiment 800 crédits. J'ai passé 7 minutes dans un Docker Small, mais ça ne m'a coûté que 54. Il y a une sorte d'équilibre à trouver, parce que bien sûr, si notre job se retrouve limité en termes de ressources, on peut prendre plus de temps. Donc en réduisant les ressources par 2, on peut aussi doubler le temps d'exécution. Donc ça revient un peu à la même chose. Donc il faut être vigilant, mais c'est aussi l'idée du portail Insights que vous avez vu. Ensuite, on a du coup nos jobs, les mêmes jobs, hein, install un test back, install un test front. J'ajoute du coup cette notion de cache. Donc là, j'utilise mon encre. Si je remonte, on voit que du coup, mon encre cache key, en gros, c'est juste une clé. C'est une clé du coup en identifiant. Et je passe à la fin, du coup, le checksum de mon package JSON. Pourquoi? Parce que ça me permet d'identifier que c'est spécifiquement ces paquets pour cette version du package JSON qui ont été installés et mis en cache. Si jamais le package JSON change, pour un truc aussi simple qu'une montée de version de paquet par exemple, bah, ça va invalider le cache, je vais rebuild mes sources à partir, enfin je vais rebuild mes dépendances et je vais les remettre en cache avec une autre clé. Donc c'est l'idée de cette clé avec le checksum. Je fais mon npmi, ça on connaît, je sauvegarde ensuite le cache, CircleCI est capable de voir que je suis en train de re-sauvegarder avec la même clé, donc ne sauvegardera pas à chaque fois si j'essaie de re-sauvegarder avec la même clé, c'est assez intelligent. Je fais mon npm test et je store les test results, très bien. Je fais tout pareil pour le front, avec aussi du coup cette notion de cache key. Je deploy Docker, donc je deploy Docker back. Donc là, la seule modification, c'est le fait d'utiliser du coup le remote Docker, le Docker layer cache, pardon, le setup remote Docker, on l'avait déjà vu, mais le Docker layer cache, ça permet de dire à CircleCI qu'on veut aussi garder en cache les étapes intermédiaires de build qui sont créées lors du build de l'image. Ça permet d'accélérer de façon assez conséquente. Si notre Dockerfile est optimisé et qu'on se sert bien du cache Docker, ça peut accélérer de façon vraiment conséquente les temps de build. On peut justement éviter l'install puisque c'est un cache. On peut même éviter certaines étapes de build des fois aussi. Et c'est pas anodin. Ça peut vraiment diviser par 3 à 4 des fois. Le Docker layer cache, c'est vraiment très très puissant. Et d'ailleurs, c'est aussi un des ajouts sur le nouveau plan 2022 gratuit. Donc avant, il fallait payer pour avoir accès au Docker layer cache. Aujourd'hui, c'est gratuit. Par contre, c'est déduit du nombre de crédits qu'on a. Donc c'est pas gratuit, mais ça fait partie. C'est une fonctionnalité qui est accessible dans le plan gratuit. Pareil pour le front avec notre Docker layer cache. Et du coup, le Notify Twitch. Et tiens, on va essayer de le faire fonctionner cette fois. Et du coup, la boucle, on essaie de finir la boucle, mais en gros, ici, du coup, on refait appel aux paramètres qu'on avait définis tout en haut. Donc ici, du coup, on a nos deux paramètres qui sont par défaut à false, donc faux. Et avec le point d'entrée, on va faire passer un des flags à true, en fonction du fichier, ou les deux, hein, en fonction des fichiers qui ont été modifiés. Si on a modifié le back sera à true, si on a modifié le front sera à true. Et du coup, si le front est à true, donc when, ça nous permet juste de dire ok quand, donc quand le front est true, on va du coup exécuter le workflow de front, avec tout ce que vous connaissez. Quand le back est true, on va exécuter le workflow de back. Donc ça permet aussi d'être dans le cas où on n'est pas obligé de rebuild de l'entièreté du front à chaque fois qu'on pousse un commit dans le back, ce qui peut être pareil, des projets front ou back, mais ça peut ajouter du temps de build assez conséquent. Est-ce qu'on ne tenterait pas une petite exécution pour finir ça en beauté avec le bot? Ok. Qu'est-ce qui a changé là? Ah oui, bien sûr, à chaque fois. Je me fais avoir. Mais le souci, c'est que du coup,
ça ne suffira pas, puisque là du coup je trie en fonction de si c'est le back ou le front qui a été modifié. Du coup modifier le fichier CircleCI, il est à la racine, il est ni dans le front ni dans le back, du coup ça ne provoquera pas de build. Donc je dois bouger aussi, merci pour la presse, c'était très intéressant, mais merci beaucoup à toi Real Bad Boy. Je suis content que ça t'ait plu. Dans tous les cas, je vais essayer de finir rapidement pour ceux qui sont encore là. Donc on va faire pareil, on va mettre un petit fichier de test, echo, coucou, on va le mettre dans le back, back trigger.txt, hop, git status, git add back, git add CircleCI, git commit, CI trigger. Okay. On retourne dans le portal. Donc, pareil, on va aller voir les différents workflows. Le filter workflow, on voit qu'il a fait son taf. Il a checké quel fichier a été modifié. Et est-ce qu'on voit l'appel qu'il fait? Bah, parfait, on voit l'appel qu'il fait en plus. Il fait un appel du coup vers CircleCI, vers l'API, en disant bah, je veux continuer. Il balance en fait toute la configuration, la continuation de configuration que vous avez vue, il la balance en paramètres pour que CircleCI sache quoi exécuter. Il donne le flag en question qui permet d'exécuter le bon workflow. Et bien sûr, il s'authentifie avec une clé. Ce qui veut dire que du coup que on a exécuté notre workflow de back. Ah, je vais mettre. Il fait du coup, ça j'ai oublié de le préciser, je ne l'ai pas vu, c'est vrai que j'ai zappé. Ici du coup, on a notre master branch filter sur le déploiement qui permet du coup d'avoir un comportement de. On ne veut pas forcément déployer sur toutes les branches, sur tous les commits, ça ne serait pas utile, ça ne serait pas intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer par branche. On ne va pas déployer sur une branche qui est autre que master. Donc pour provoquer un déploiement, je suis obligé de merger ou de commit quelque chose dans master. Si juste je commit dans une branche lambda, ben, je vais faire mes tests unitaires, c'est très bien. Mais j'aurai pas plus d'étapes, je ne vais pas build mon image Docker, le pousser, déployer, c'est aussi une sécurité. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer un peu les tests. J'ai fait des tests qui sont censés être flaky, on dit donc c'est des tests qui échouent de façon non déterministe. Et on voit du coup donc sur mes 6 tests, on peut regarder d'ailleurs la commande, j'ai fait du coup un npm test du coup qui fait un mock test qui sort le résultat dans un fichier. Et du coup, bon, vu qu'il y a des échecs exprès, j'ai mis un petit paramètre à trou pour que ça soit toujours vert et que ça passe. Parce que c'est censé échouer. C'est le but, c'est de vous montrer ce que ça fait quand il y a un échec. Et ensuite, avec le flag que vous avez vu, je mets en artefact le résultat. Ce qui fait que du coup, j'ai accès ici à du coup mes tests. Donc on voit par exemple qu'il y a un assert random qui devait être fait et c'est pas bon. Dans les artefacts, ah oui, je sais pas, les artefacts, il est juste dans les tests. On voit aussi du coup les ressources, la consommation de ressources. On voit que je suis en train d'utiliser une resource class qui est small. Donc une petite resource class, et on voit qu'en plus en termes de ressources, je suis large. Donc pas besoin de mettre plus, je peux utiliser la classe la plus petite sans souci, ça va me faire gagner des crédits. Et voilà, j'aurai pas de gain de performance en augmentant la taille. Et pareil, encore une fois, on peut peut-être aller voir les insights rapido. Voilà, j'ai quand même pas mal dépassé. Normalement, il y a un peu plus d'informations par rapport à ce que j'avais hier. Oula, il y en a plein même. Cool, il y a quand même plein d'informations. Bon, on va pas deep dive non plus, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des outils de visualisation de tests. Donc on voit par exemple que parmi mes tests, on voit le success rate, on voit combien fail, on voit que des fois il y a un peu plus. Pour info, les tests qui sont flaky, c'est juste une valeur aléatoire. Hein. Ça échoue sur une valeur aléatoire. Donc des fois il y a plein d'échecs, des fois non. Ah, il n'a pas encore dit qu'ils étaient flaky, mais je pense qu'il faut plus d'exécution pour que CircleCI se rende compte que c'est un test flaky, c'est un test qui échoue de façon un peu aléatoire. Et ensuite, du coup, on a notre classement des pires tests, donc les tests qui faillent les plus, les tests qui prennent le plus longtemps aussi, le nom d'exécution, le success rate, etc. On a plein d'informations, ça peut vraiment aider pour cibler des problèmes, des erreurs dans son projet. Ça peut être très pratique.
Du coup, je suis où dans git checkout master, git reset -arb origine git push-f. À ne pas reproduire, don't try this at home, hein, ce que je viens de faire. Après bon, c'est mon petit projet perso, donc on se permet des choses qui seraient bien sûr totalement interdites sur un projet collaboratif. Ah, cool. Donc, si je retourne dans mon workflow, du coup, ça c'est le workflow qui a été... merci beaucoup, merci à toi, Namdali. Donc, si je retourne dans mon workflow, on voit du coup que cette fois-ci, vu que j'ai mergé sur master, j'ai un déploiement qui est déclenché. Si je retourne rapidement sur ma config pour vous montrer un peu, donc dans le back, il y a du coup donc l'install, c'est bon. Le Docker Publish qui est déclenché que sur la branche master, qui est une dépendance de l'install, donc qui part directement. Et ensuite, j'ai un job de type approval, donc ça permet de mettre un petit bouton pour avoir une petite sécurité. C'est ce que vous voyez ici, il y a le bouton pause, ça permet du coup d'attendre. Et ensuite, en dépendance à cette approval, j'ai le deploy Docker, donc avec Heroku sur mon backend, et la notification. Donc je vais sans plus tarder appuyer sur le approve. Et allez, le petit bouquet final, le bot qui fonctionne s'il vous plaît. Vu que c'est le bac, c'est rapide, le build est très rapide. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi, je sais pas, peut-être dans le chat vous le savez, mais le build d'image avec le CLI d'Heroku est généralement nettement plus rapide que le build avec Docker. Pourquoi, je sais pas. Je me dis peut-être c'est vis-à-vis du registry qu'il est plus intelligent, qu'il arrive à comprendre que dans tous les cas on pousse sur le registry, donc il rebuild pas certaines étapes. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des pros Heroku dans le chat. On voit déjà qu'il est en train de pousser, c'est parfait, donc il a fini son build. C'est pushed. Donc là il va faire la dernière étape qui est de faire un release. Normalement c'est plutôt rapide. Ah, et le bot a marché en plus, nickel. Pour la fin. Tac, et du coup il a notifié. Donc il a build son image, il a déployé pour vous montrer. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas trop servi, mais ce projet existe. C'est pas juste moi. Démo back Heroku. L'idée c'était d'avoir un petit secret qui a été exposé par le back. Donc c'est ce qu'on vient de déployer là, hein, et c'est d'ailleurs ce que le bot a notifié. Et si on va sur le front, ça me permettra c'est Heroku, donc à mon avis le premier appel va être un peu plus long parce que le conteneur il se réveille, c'est bon. Donc voici Dashi, c'est un peu un outil que j'avais envie de vous présenter aussi, c'est un dashboard hautement configurable qui vient de passer en V2, en plus avec des widgets, c'est très beau, moi j'adore. Et j'avais configuré ici un petit bouton de secret qui du coup fait appel vers mon back et qui affiche le code. Donc c'était juste pour la petite interaction entre le front et le back. Donc bon, ben voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci d'être passé, merci d'avoir écouté, merci pour vos questions, merci pour vos remerciements, ça fait vraiment plaisir.